Bonsoir, nous sommes le 2 juin 2022. Au sommaire, une campagne présidentielle réduite à peau de chagrin par la majorité, une campagne des législatives tout aussi inexistante, un débat public hystérisé sur des questions totalement secondaires. L'année électorale 2022 aurait pu être l'occasion d'une conversation politique au niveau national. Il n'en a rien été. Les grands sujets ont été évités. Parmi ceux-ci, la probité en politique. On en parle aujourd'hui dans À l'air libre. Depuis 2011, l'Assemblée nationale s'est dotée d'un déontologue. Depuis 2014, dans la foulée de l'affaire Cahuzac révélée par Mediapart, un parquet national financier a été mis en place pour traquer la grande délinquance économique et financière. En 2017, juste après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a fait voter une nouvelle loi pour la confiance dans la vie politique. Et pourtant, le 29 avril 2022, Mediapart révélait les notes de frais exorbitantes de la députée LREM Coralie Dubost, par ailleurs numéro 2 du groupe de la majorité à l'Assemblée. Nous réveillons notamment les conclusions accablantes d'une enquête interne concernant ses agissements. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Patricia Miralles, elle aussi députée de l'Hérault, membre de la majorité mais via Territoire de Progrès, le micro-parti lancé par les ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Quasiment au même moment, un autre article montrait comment, pendant des années, des fonds de l'université de Neuchâtel ont permis de financer des manifestations d'un centre de recherche proche des réseaux socialistes français. Enfin, sans compter, un autre article sur un énième mise en examen dans le cadre de l'affaire Thierry Solaire, député LREM et très proche conseiller du président Emmanuel Macron. Plus d'une dizaine de mises en examen au compteur pour ce député. À 10 jours du premier tour des législatives, un tel flot de révélations pose crûment la question: la moralisation de la vie publique relève-t-elle de l'impossible ? Pour en parler, Élise Van Beneden, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et présidente d'Anticor qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et Antoine Rouget, salut. Salut. Ceux qui nous regardent n'auront pas manqué de constater que ta signature se retrouve sur tous les papiers que j'ai cités du Pôle Enquête de Mediapart. Et tu viens aujourd'hui justement avec une nouvelle enquête dans ta besace, on va y revenir dans un instant. Élise Van Beneden, je viens de passer en revue quelques lois assez récentes et aussi une série d'enquêtes encore plus récentes. Où en est la France de la moralisation de la vie politique ? Il y a effectivement eu beaucoup de lois et elles se sont pas mal accélérées ces 10 dernières années. Et malgré ça, il y a toujours autant de scandales, peut-être même plus. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on met des mécanismes en place. Ils sont peut-être pas suffisamment efficients. Et surtout que les moralités ont du mal à changer. Donc on se retrouve toujours en face d'une certaine classe politique, pas tous les élus, une certaine classe politique qui a du mal à se rendre compte que c'est son comportement, son manque de probité parfois déjà qui crée de la colère contre la classe politique et qui mène aussi une abstention qui est assez évidente et qu'elle se doit de rendre des comptes. Et donc on est obligé d'instaurer des mécanismes de contrôle qui sont pour le coup encore défaillants. Alors vous avez écrit en mars dernier avec Eric Alt un tract chez Gallimard qui s'appelle « Résister à la corruption » dans lequel vous appelez à la création d'une autorité de la probité. Qu'est-ce que vous entendez par autorité de la probité ? En fait, l'idée c'est qu'il y a plusieurs acteurs en France qui s'occupent des sujets de probité et que c'est pas la peine. On a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc qui gère ce qu'on appelle le pantouflage, les allers-retours publics-privés. Il y a l'AFA qui gère les questions principalement de contrôle interne de probité dans les collectivités et aussi dans les entreprises. On a les juridictions financières. Et ça vaudrait peut-être le coup de regrouper tous ces acteurs-là pour qu'ils puissent mieux travailler sur leur mission et travailler en commun. Oui, parce que ce que vous expliquez dans le tract, c'est qu'ils communiquent assez difficilement, en tout cas la communication n'est pas très fluide entre eux. Quoi. Ils ont un champ finalement d'action qui est le leur, mais sur des toutes petites missions, ça s'entrechoque un petit peu parfois, donc ce serait mieux de travailler ensemble. Et puis surtout, ça permettrait aussi de donner à cette haute autorité des nouvelles missions. Parce que la grosse préoccupation, quand même en France, c'est le contrôle de l'égalité. Principalement le contrôle des marchés publics, qui normalement devrait être exercé par les préfets et qui ne l'est pas. Déjà en 2012, il y avait un rapport du Sénat qui qualifiait le contrôle de légalité de passoire à géométrie variable. Pour vous dire, donc on a un problème avec ça. On a un constat aussi qui est que ça nous coûte environ dans les 5 milliards d'euros par an en France. Donc c'est des sujets qu'il faut prendre en main. Et si les personnes qui en sont en charge ne font pas ce contrôle, il faut déplacer cette compétence vers une autre autorité et évidemment lui donner les moyens financiers, les moyens humains et puis l'indépendance nécessaire. Ce qu'on dit aussi dans le tract, c'est qu'il faudrait que cette haute autorité elle ait un ancrage constitutionnel.
Antoine, j'en viens à toi. Tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un député, Pierre Morel à l'Huissier, un député qui avait la réputation d'être une sorte de chevalier blanc de la droite, du moins jusqu'en octobre 2019, lorsque tu as révélé, Antoine, que Pierre Morel à l'Huissier s'est fait rembourser des frais imaginaires avec de l'argent public. De quoi s'agissait-il ? Alors à l'époque, ce qu'on a raconté dans cet article, c'est que effectivement Pierre Morel à l'Huissier qui était dépeint, y compris dans la presse, comme un chevalier blanc parce qu'il avait été très offensif au moment de l'affaire Big Malion, notamment en mettant en cause les pratiques de son propre parti. Et il a aussi été l'auteur d'une proposition de loi pour conduire à l'inéligibilité des élus condamnés pour corruption, trafic d'influence, etc. Donc il avait vraiment un discours public assez rare à droite sur ces questions-là. Et ce qu'on a révélé en 2019, c'est notamment qu'il avait facturé des frais, et il avait été défrayé sur des frais avec de l'argent public quand il était au Conseil général de la Lozère pour des déplacements qu'il n'avait pas pu réaliser. Comment on s'en était rendu compte, c'est qu'on avait analysé sa liste de frais de déplacement et on avait vu que certaines journées, il était en fait à Paris pour des missions liées à son mandat de député, notamment la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac en 2013, donc ça manque pas de sel. Il était en train d'auditionner notamment les journalistes de Mediapart au moment de la commission d'enquête Cahuzac. Il était très offensif sur ces questions-là et au même moment, il se faisait défrayer avec de l'argent public des déplacements qu'il n'avait de fait pas pu réaliser. Alors 2 ans et demi plus tard, donc Pierre Morel à l'Huissier est en campagne en Lozère pour un 5e mandat. Avec Bérénice Gabriel, vous êtes rendu en Lozère, donc département qui ne compte qu'une circonscription. Vous avez notamment retrouvé Éric Lange, un ancien collaborateur de Pierre Morel à l'Huissier, et il vous a parlé d'enveloppe d'argent liquide. On regarde. En gros, c'était simple. Un collaborateur me faisait signer une fausse fiche de faux frais kilométriques. À la suite de ça, je devais en fait lui rendre l'argent. Je devais lui rendre l'argent liquide. Voilà. Donc ça, c'est mon relevé bancaire du 31 janvier 2019. Et en fait, on se rend compte que y a eu un virement de 2458 € qui a été fait par Monsieur Morel à l'Huissier, remboursement frais kilométriques. Un jour plus tard, je retire 1500 € et 950 €. Ce sont des remboursements de frais kilométriques que vous n'avez jamais réalisés. Je ne les ai jamais réalisés. Et il y a également le relevé de septembre 2017, donc juste après l'élection législative. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se rend compte que j'ai eu 2395 € et quelques jours après, je sors 2300 €. Il faut savoir que les 95 restants, je les ai quand même donnés aussi. Et donc les 2300 € que vous sortez, vous les mettez dans une enveloppe en craft et vous allez à la permanence. C'est ça. Tu poses l'enveloppe sur son bureau et tu t'en vas. Et aucun mot ne doit sortir là-dessus. Aucun mot. Alors Antoine, explique-nous bien la mécanique, on comprend à peu près, donc il reçoit de l'argent, mais comment ça marchait exactement ? Alors le système que décrit Éric Lange serait un système d'optimisation en fait des frais de mandat. Il faut savoir que il y a eu une réforme en 2017, mais avant et même depuis la réforme, les élus bénéficient d'une enveloppe en plus de leur rémunération liée à leur fonction, qui est de 5700 € par mois, avec laquelle ils peuvent dépenser de l'argent pour l'exercice de leur mandat. Et le système et les accusations portées par ce collaborateur portent sur le fait que Pierre Morel à l'Huissier aurait demandé à ses équipes de déclarer des faux frais kilométriques. En plus, on est dans un département rural, donc c'est pas anormal que les collaborateurs prennent leur voiture pour se déplacer énormément. Et qu'il leur aurait demandé de finalement rétrocéder cet argent à travers des enveloppes en cash qui auraient été déposées sur le bureau du député. Pour qu'on comprenne bien, Éric Lange n'est pas le seul à porter des accusations contre le député. Non, et c'est là où le dossier devient particulièrement gênant pour
Pierre Morel à l'huissier. Déjà, il y a ces relevés bancaires qui sont assez intéressants parce que Éric Lange est quelqu'un qui avait des revenus moyens, et donc on voit quand même des retraits immédiats d'importantes sommes d'argent. Son banquier, par exemple, l'a beaucoup interrogé à ce moment-là, et ce qu'a fait aussi Éric Lange, c'est qu'au moment où il a pris peur et il a cru que finalement ça pouvait se retourner contre lui, il a pris la décision d'enregistrer une collaboratrice qui travaillait avec lui à la permanence, et l'enregistrement qu'on a écouté et qu'on diffuse aussi dans notre enquête vidéo corrobore ou semble corroborer de la bouche de cette collègue l'existence de mêmes pratiques pour elle. Et on a enfin une troisième collaboratrice qui a travaillé plusieurs années aussi pour Pierre Morel à l'huissier, qui elle a accepté de témoigner, mais pas à visage découvert parce qu'elle a peur des conséquences notamment professionnelles pour elle, mais qui raconte que c'était un sujet largement connu au sein de la permanence, que Pierre Morel à l'huissier lui aurait demandé à elle aussi de procéder à de telles pratiques, qu'elle aurait refusé, et que d'ailleurs ça aurait été à l'origine finalement d'un petit conflit, parce qu'il y a évidemment un lien hiérarchique très fort entre un député et son équipe parlementaire. Et enfin, on a l'avocate de l'ex-femme de Pierre Morel à l'huissier qui nous raconte que sa cliente lui a expliqué qu'elle avait déjà vu des sommes d'argent dans des enveloppes circuler au domicile du député. Alors, votre enquête, Antoine, qui va donc être disponible en intégralité ce soir sur Mediapart, ne se base pas que sur des témoignages, mais aussi, par exemple, sur un rapport interne du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère, qui semble mettre en lumière un emploi fictif. On regarde. Des soupçons d'emploi fictif portent sur une autre proche de Pierre Morel à l'huissier. Celle-ci était rémunérée par un organisme du département de la Lozère, le CAUE, mais travaillait en réalité pour le compte du député. C'est ce qui apparaît dans les conclusions d'une enquête interne que nous avons consultée et qui a abouti au licenciement de la salariée qui n'a pas contesté les faits. Cette enquête, associée à l'audit informatique, a permis de relever de graves dysfonctionnements dans le cadre de l'exercice de son activité. Elle menait depuis de nombreuses années une activité parallèle sur son lieu de travail et durant son temps de travail, directement en lien avec Pierre Morel à l'huissier et sa permanence. Secrétariat régulier au profit des membres de la permanence et celle des Républicains. Secrétariat de l'activité parlementaire, le secrétariat des activités électorales pendant les campagnes des cantonales de 2015, législatives de 2012 et 2017. Même question, Antoine, c'est quoi la mécanique là ? Ben là, l'idée, c'est toujours la même, c'est d'optimiser finalement les moyens qui sont dévolus normalement à d'autres choses. En fait, le CAUE, c'est un organisme lié au département de la Lozère, et les salariés du CAUE sont censés travailler pour le CAUE. Et là, ce qu'on se rend compte dans ce rapport, c'est qu'une salariée, en réalité, était mobilisée pour le compte de la permanence parlementaire, pour le compte des activités politiques de Pierre Morel à l'huissier, et que finalement il y a eu un mélange des genres entre les différentes enveloppes et les différents moyens mis à disposition des élus pour l'exercice de leur mission. Alors évidemment, dans le cadre de cette enquête vidéo, vous avez essayé de parler à Pierre Morel à l'huissier lui-même sur place, et on peut dire que ça n'a pas été très concluant. Bonjour monsieur le député. Non, je vous dis pas bonjour. Ici Antoine Rouget, journaliste à Mediapart. On vous a attendu à Saint-Beauzile ce matin. Je n'ai rien à vous dire. On voulait vous interroger sur les accusations de l'ancien collaborateur. Rien à vous dire. On a quand même retenté notre chance 1 heure plus tard à sa sortie. Monsieur le député, je me permets d'insister. Je m'en fous. On parle quand même d'emploi fictif, de détournement de frais kilométriques. Connerie. Mais vous vous présentez en plus comme un chevalier blanc, c'est important quand même de répondre, non ? Monsieur le député, c'est important de répondre à la presse, non quand même ? Je rappelle que l'enquête intégrale est disponible dès maintenant sur Mediapart. Antoine, Pierre Morel à l'huissier a fini par répondre à tes questions, mais par mail. Oui, on a été très surpris de sa réaction, parce qu'encore une fois, Pierre Morel à l'huissier, sur la scène politique nationale, il a un discours exemplaire en fait sur les questions de transparence, de probité, de nécessité de répondre à la presse. Je rappelle encore une fois qu'il était dans la commission d'enquête Cahuzac, et à ce moment-là, il saluait le travail de Mediapart. Et là, quand on le confronte face à des accusations qui sont très graves, mais à la fois précises, avec des témoins, avec des relevés bancaires, avec quand même ces choses-là existent. Et donc on attendait de lui qu'il prenne ces accusations à bras-le-corps et qu'il nous réponde avec des éléments
raisonnement factuel, rationnel et avec sa version des faits à lui. Et il a refusé, donc on l'a vu dans cette séquence-là, on a insisté plusieurs fois par mail. Il a fini par nous faire un retour expliquant qu'il contestait formellement ces témoignages-là, qu'il n'y avait aucun élément de preuve permettant de démontrer une quelconque rétrocession, et en disant d'ailleurs que si Éric Lange avait bénéficié de faux frais kilométriques, finalement c'était lui qui était en faute et pas ses pratiques à lui en tant que député. Mais il a donné aucune explication ni rien en fait, il dément en bloc. Il dément en bloc et il explique que finalement il y a un complot politique et personnel visant à l'abattre à la veille des élections législatives, quand bien même ce dossier, tu l'as dit tout à l'heure, il a été ouvert par Mediapart dès 2019, mais la thèse aujourd'hui et la théorie de Pierre Morel-A-L'Huissier, c'est d'expliquer qu'il y a finalement un certain nombre d'acteurs qui se sont ligués contre lui et qui veulent le faire tomber. Et on pourra découvrir d'ailleurs dans l'enquête aussi un enregistrement entre Éric Lange et Pierre Morel-A-L'Huissier qui ne manque pas de sel. Élise Van Beneden, Anticor a proposé à l'occasion des législatives 7 engagements pour un député exemplaire. Je vous lis le deuxième engagement. Je rendrai des comptes, je rendrai compte aux citoyens de mes décisions et de mes actes publics, je rendrai public l'usage de mes avances sur frais de mandat en temps réel. Visiblement, on n'est pas vraiment avec Pierre Morel-A-L'Huissier. Non, le système là actuellement, il est pas vraiment satisfaisant parce qu'il y a un contrôle, mais il est aléatoire et sur n'importe quand dans la durée de la campagne. Et en fait, je crois que c'est un sujet qui est très important et ils se rendent pas compte que c'est aussi important pour l'opinion publique parce que en fait, tous les gens qui sont salariés ou qui sont libérales en France, ils font la comptabilité, les libéraux font leur comptabilité, et puis les gens qui sont en entreprise, leurs frais, ils sont obligés de donner les justificatifs. Donc en fait, il y a des sujets sur lesquels ça pique au vif. Tout de suite. Donc c'est vraiment un gage important de dire ce que je manipule c'est de l'argent public, donc c'est votre argent, c'est l'argent des contribuables, donc je vous rends compte, comme un salarié rendrait compte à son employeur de ce qu'il fait des sous de l'entreprise. Et je vous cite maintenant le 6e engagement que vous proposez à Anticor. Je ne ferai pas plus de 2 mandats afin de favoriser un renouveau démocratique. Je limiterai mes mandats de député à 2 mandats consécutifs. On n'y est pas vraiment non plus avec Pierre Morel-A-L'Huissier qui brille à son 5e mandat. Non, c'est pas son cas. Alors en 2017, il y a eu quand même une vague de renouvellement. Bon, il se trouve que dans les personnes mises en cause récemment sur l'utilisation des frais de mandat, il y a des personnes qui sont arrivées en 2017. Donc je vais pas vous dire que le renouveau est la solution absolue pour éviter les dérives. Nous, on dit que c'est important pour 2 raisons. Déjà parce que la société change, qu'on est dans un système de démocratie représentative et que l'Assemblée nationale doit changer autant que la société change. Et ensuite parce que, ça on le voit énormément dans les dossiers qu'on traite, en fait quand il y a un changement d'élu en municipalité, au Parlement, partout, il y a un contrôle qui se fait. Systématiquement. Donc ça permet aussi d'avoir un contrôle. C'est la hantise des personnes qui sont dans ce type de dérive, c'est justement de devoir donner les manettes à quelqu'un d'autre, surtout dans les municipalités, parce que finalement on est obligé de rendre sa comptabilité et les dossiers sortent. Ça veut dire qu'il y a une sorte de cercle vicieux entre le fait d'être de plus en plus longtemps député, enfin d'avoir plusieurs mandats, ce qui fait que ça laisse libre cours à oui, ça protège. Et ça protège, en même temps, après, on ne veut plus les laisser parce que sinon, il y a un contrôle dans la foulée, quoi. Oui, ça protège dans un certain sens de ne pas avoir les yeux d'autres personnes sur ce qui a été fait pendant le mandat. Et puis oui, il y a cette question aussi de renouveau, parce que effectivement, le 5e mandat, c'est un petit peu trop. Il y a un moment, il faut laisser la main. Et en plus, en fait, quand les élus sont mis en cause, souvent ils répondent attendez, j'ai été élu. Donc il y a un moment, si les citoyens en France veulent qu'il y ait plus de probité dans la vie publique, et on sait qu'ils le veulent, parce qu'il y a eu notamment une grande enquête de France Bleu qui dit que c'était la préoccupation principale de 7 millions de Français, il faut arrêter de voter pour des gens qui ont des casseroles, parce qu'après ils disent attendez, c'est le jeu électoral, on a voté pour moi, j'ai une légitimité démocratique. Antoine, la justice, est-ce qu'elle a été saisie sur le cas Morel-A-L'Huissier ? Non, et là d'ailleurs ça percute aussi des propositions d'Anticor. On sait que notamment sur les affaires locales, il y a des interrogations sur les possibilités pour les juridictions locales d'être à l'initiative d'enquête. Pierre Morel-A-L'Huissier, dans le département de la Lozère, c'est pas n'importe qui, c'est le seul député du département. C'est un département rural, c'est le représentant à Paris de la Lozère, donc c'est une figure extrêmement importante pour le département. Et quand on a publié notre enquête en 2019, moi-même j'ai été extrêmement surpris des propos et des explications
justification fournie par le procureur de la République de Mende de l'époque, qui n'est plus en poste en fonction aujourd'hui, mais qui avait déclaré qu'il n'allait pas se saisir sur la base d'un article de presse relatant des faits qui étaient par ailleurs contestés par Pierre Morel-A-L'Huissier. Donc on a envie de répondre à ce procureur que heureusement qu'il y a des collègues à lui dans d'autres juridictions, dans d'autres parquets, qui décident d'ouvrir des enquêtes même quand les faits sont contestés, parce que sinon on n'aurait pas forcément beaucoup d'enquêtes pénales en France. Mais voilà, c'est aussi cette affaire-là, elle surgit aussi dans cet environnement-là, un environnement politique particulier, mais qui n'est pas propre à la Lozère, qui est aussi celui de pas mal de territoires en France, loin des grandes villes, loin de certaines juridictions spécialisées sur ces affaires-là. Et donc à ce stade, il n'y a pas eu d'enquête pénale ouverte d'initiative par le parquet, mais en revanche, Éric Lange, voyant l'inaction et constatant l'inaction de la justice, a lui-même cité à comparaître pour des accusations d'extorsion de fonds son ancien employeur. D'accord. Et ça va être audiencé en novembre. D'accord. Élise Van Beneden, dans votre tract Gallimard que je remonte, vous insistez notamment sur deux choses. D'abord, le fait que la justice est sous-dotée par rapport à des pays comparables. C'est-à-dire si on se compare avec, l'Allemagne, l'Espagne. Si on se compare avec l'Allemagne, par exemple, on est à un tiers de financement par habitant. Donc c'est très clairement un sous-financement. L'Italie aussi est beaucoup plus financée. Donc il y a un problème, comme beaucoup de services publics, de suffocation des services publics. Et là, c'est encore plus grave quand on parle bien évidemment d'une mission régalienne. Et c'est dommage parce que quand on parle du parquet national financier et qu'on voit ce qu'il a rapporté à l'État par ces enquêtes, c'est terrible en fait. Là-bas, ils sont une vingtaine et ils arrivent à rapporter des milliards d'euros à l'État. Il faudrait les financer un petit peu plus parce que, bien évidemment, si on leur donne plus de moyens humains, plus de magistrats, ils vont rapporter encore plus de sous. Et l'autre problème sur lequel vous insistez, c'est l'anomalie française d'un parquet sous la responsabilité du ministre de la Justice. Oui, ça c'est terrible. C'est le débat qui, à chaque élection présidentielle, normalement, est sur la table. Je ne l'ai pas tellement entendu cette fois-ci. Effectivement, souvent les candidats promettent de couper le cordon ombilical entre le ministère de la Justice et les procs, et personne ne le fait, parce que c'est vrai que ça permet un contrôle qui est très fort, en fait. Le problème, c'est que le procureur de la République, en fait, il est lié par un lien hiérarchique avec le garde des Sceaux, ce qui ne veut pas dire qu'il lui ordonne de faire ci ou ça dans certains dossiers, mais ça veut dire que sa carrière dépend du ministère de la Justice. Et ça, c'est très grave, parce que quand on est proc quelque part, on peut avoir des réticences à attaquer quelqu'un qui est proche du pouvoir, sachant que ça pourrait nous fermer des portes au niveau de la carrière, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un procureur ait à être courageux ou à sacrifier quelque chose pour faire son travail. Donc il faut couper ce lien hiérarchique-là. Surtout que parallèlement, le procureur, il bénéficie de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'on appelle le fameux classement sans suite. Donc en fait, il a le pouvoir d'enterrer une affaire, et parallèlement, il a la menace d'avoir un impact sur sa carrière s'il attaque quelqu'un qui est proche du pouvoir. Donc ça va pas. Un problème d'autant plus flagrant quand, par exemple, c'est un certain Éric Dupond-Moretti qui est ministre de la Justice. Oui, effectivement. Je veux dire, Éric Dupond-Moretti, avec lequel Anticor notamment ferraille et qui est mis en examen. C'est là qu'Anticor intervient, puisque nous, on peut contourner la décision d'un procureur pour saisir un juge d'instruction. En l'occurrence, pour Dupond-Moretti, qui est toujours garde des Sceaux, c'était pas un juge d'instruction, c'était la Cour de justice de la République. Sauf que cette possibilité d'intervenir, c'est pour 3 ans, et il faut que ça soit renouvelé. Et je crois qu'il y a eu quelques soucis au moment du renouvellement. Oui, on s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait probablement un peu trop agacé le pouvoir. C'est un agrément qui est donné par le garde des Sceaux, ce qui est déjà compliqué parce qu'il est donné par un membre du gouvernement qu'on est susceptible, nous, en tant qu'association anticorruption, de mettre en cause, ce qui est normal. Donc un agrément qui est donné par le pouvoir exécutif à une association pour 3 ans avec des critères, somme toute, assez vagues. Et nous, dans notre procédure d'agrément, on voit bien que ces critères, ils ont été tendus pour finalement s'immiscer dans la vie de l'association et trouver quelque chose qui n'allait pas. Et puis finalement on l'a obtenu de nouveau en avril 2021, donc on va pouvoir au moins jusqu'en 2024 continuer s'il le faut à contourner le parquet pour se battre contre l'impunité en fait qui est un risque dans ce système pénal français.
Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais on le voit dans beaucoup d'affaires, et pas uniquement des affaires de probité. D'ailleurs, le personnel politique a tendance à arguer de sa légitimité par les urnes. Antione, dans un des articles, tu cites un ancien déontologue de l'Assemblée à qui des parlementaires, vraisemblablement, répondaient « Ma légitimité, la moralité de mes actes, je n'en suis redevable qu'à mes électeurs ». Il répondait ça au déontologue de l'Assemblée. Et le fait est que certains députés, et pas seulement, ou maires, à la probité douteuse, en tout cas mis en cause, ont été ou vont être réélus. Comment est-ce que l'un et l'autre vous expliquez que les électeurs n'en tiennent pas compte, que ça glisse dessus? Je ne sais pas s'ils n'en tiennent pas compte, parce qu'il faut voir comment ça se matérialise électoralement, en fait. Mais moi, je pense que l'une des situations à laquelle on est confronté, c'est une augmentation inéluctable de l'abstention, de scrutin en scrutin, même pour des élections locales maintenant. Donc, je pense que ça, c'est perçu de manière très cynique par le pouvoir en place, considérant que finalement on est réélu. Donc on voit bien, même le temps de la campagne présidentielle a été extrêmement réduit. Il n'y a pas eu de vraie discussion autour de ces enjeux-là, contrairement à 2017 d'ailleurs. C'était la vraie bascule pour En Marche, qui s'est construit sur des critères de renouvellement, d'exemplarité, de probité en 2017, sans doute par choix tactique en fait, si on regarde aujourd'hui vis-à-vis de la campagne Fillon à l'époque. Et donc il fallait se démarquer fortement. Et donc on comprend l'intérêt électoral à ce moment-là, et la bascule en 2022 où on ignore tellement ces questions-là qu'on maintient en poste Éric Dupond-Moretti, premier garde des Sceaux, mis en examen pour avoir fait quand même pression sur des magistrats anti-corruption. Donc, de leur point de vue, je pense que le raisonnement, c'est de se dire, bon bah ça passe, on continue. Mais je pense que c'est à la fois un choix électoraliste et très court-termiste en fait, parce que les dégâts dans la société, je pense qu'ils sont irréversibles, qui sont bien plus profonds que finalement les conséquences électorales que ça a, et que ça part sans doute dans l'abstention, sans doute dans le vote aussi pour l'extrême droite, qui est pourtant pas exsangue d'affaires et de scandales, et que finalement ça va être ça met la société dans une situation de boomerang. Voilà, on va bien à un moment reprendre en pleine face, en pleine figure, ce qui est en train de se passer par un rejet massif. Quelle traduction politique il va prendre, on n'en sait rien, mais au moment des Gilets jaunes et au moment du grand débat qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes, l'une des principales préoccupations à côté du pouvoir d'achat, c'était les questions de lutte pour la probité et contre la corruption. Donc l'indifférence, je ne pense pas qu'elle se manifeste à travers le vote. Je pense qu'elle est profonde, que l'agacement face au comportement des élus est vraiment profond, et qu'il y a une prise en compte tardive des élites politiques, des dirigeants politiques à l'égard de ce que ça provoque vraiment profondément au sein de la société. C'est ce que vous dites un peu dans votre livre aussi, c'est qu'en fait, la corruption, le manque de probité, c'est pas simplement que ça coûte de l'argent à la société, c'est aussi que ça la plombe démocratiquement, quoi. Oui, ça tue la démocratie représentative, parce que dans une démocratie représentative, on donne un mandat, donc on donne sa confiance en fait. S'il n'y a plus de confiance, le système se braque, il ne fonctionne plus. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Antione, sur ces sujets-là. En fait, si on regarde ce que dit le Cevipof, par exemple, sur ça, ça se traduit en colère, en mépris, en crainte. Ce sont que des sentiments extrêmement négatifs, mais qui finalement portent un espèce de désespoir électoral qui fait que beaucoup de citoyens ne vont plus voter. Et donc, à un moment, il faut quand même qu'il y ait renversé un petit peu la balance, qu'il y ait une sanction électorale, effectivement, et ça, elle est entre les mains des citoyens, contre les personnes qui ont démérité, qui se sont mal comportées. Et parallèlement, il faut mettre en place des contrôles, des frais, mais de toute l'activité des élus. Et il faut qu'il y ait une sanction judiciaire, bien évidemment. Ça, c'est un peu plus le rôle d'Anticor, de s'assurer qu'il y a des procès et que personne n'est au-dessus des lois. Et au sujet des vérifications, en fait, c'est assez marrant parce que quand on parle aux élus, ils sont vraiment dire qu'ils ont une espèce de légitimité, qu'ils ont de compte à rendre à personne. Vous disiez qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux déontologues, qu'ils en ont à rendre aux électeurs, sauf qu'ils n'en rendent pas tellement aux électeurs.
Et je crois que de toute façon, faut se rendre compte que la nature humaine est imparfaite, c'est une évidence. On parlait déjà de la corruption comme étant le plus grand ennemi de la démocratie dans la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, c'est une constante en fait. Donc on est face à une nature humaine qui est humaine, défaillante, c'est normal. Elle est défaillante aussi dans son rapport au pouvoir. Et donc ça veut dire qu'il faut systématiquement mettre des contrôles partout et des contre-pouvoirs. Une petite dernière question, Elise Van Beneden. Anticor avait publié 15 propositions pour une présidence éthique à l'occasion de la présidentielle. 5 candidats ont répondu, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Pas Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit de sa présidence? Comment vous jugez sa présidence sur 5 ans? Non, il n'a pas répondu. Après, il est rentré en campagne assez tard, donc il y a eu un décalage dans nos démarches. Mais effectivement, il n'a pas répondu alors qu'il était assez accessible. Enfin, son équipe était assez accessible apparemment, donc je considère que c'est un choix. Je pense qu'effectivement, c'était le thème de 2017 et le thème aujourd'hui est moins facile à aborder pour Emmanuel Macron parce qu'il a eu un quinquennat qui a été entaché par énormément d'affaires et des affaires très graves. Et finalement, il y a eu un glissement que moi je trouve extrêmement négatif, même délétère, un scandale politico-financier mène à une démission des excuses, à un scandale politico-financier mène à un venez me chercher, j'assume. Et moi, ça me questionne vraiment ce côté j'assume en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire que quand on assume quelque chose, c'est moins grave? On peut se considérer pas responsable en son fort intérieur, ça change pas qu'on est responsable vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la morale. Et voilà, ce glissement, il est assez préoccupant, comme si maintenant cette classe politique, avec tous les scandales, la seule issue qu'elle trouvait, c'est de dire ah ben non, j'assume. Bon bah après. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous les deux. Elise Van Beneden, je rappelle que vous êtes présidente d'Anticor et avocate. Antoine Rouget, journaliste au Pôle Enquête, on le voit bientôt sur Lire Livre. Ne manquez pas l'enquête à voir sur le site dès à présent. Vendredi, dans le studio, comment l'histoire pèse sur notre inconscient et nos vies psychiques avec Hervé Mazurel, une émission de la collection Écrire l'histoire. Samedi, le documentaire s'appelle Le fils d'Alexander Abatourov. Le réalisateur a suivi pendant 2 ans les jeunes militaires russes qui s'entraînent pour rejoindre le Spetsnaz, l'unité d'élite de l'armée russe. Dimanche, le podcast Esprit critique portera sur le procès en droit d'auteur intenté à l'artiste Maurizio Cattelan par un de ses sculpteurs, sur l'exposition sur la nouvelle Objectivité et Auguste Santeur à Beaubourg et sur celle sur les relations entre juifs et musulmans de France au musée de l'histoire de l'immigration. Bonne soirée à tous et à toutes.